Salut, c'est Thomas Poutot. Bienvenue dans les capsules du podcast mayennais Splendid qui s'évertue à concilier le spleen baudelairien avec l'éclat du splendide. Le premier mercredi de chaque mois, un invité passe au kaléidoscope émotionnel pour narrer son histoire et nous donner ses antidotes aux vagues à l'âme. Si février fait figure d'exception, les mois peuvent être longs. Conscient que les émotions peuvent fluctuer du tout au tout, parfois au sein d'une même journée, nous vous conseillons des fleurs du mal, autrement dit des conseils culturels dont les empreintes resteront à jamais des cicatrices, tantôt heureuses, tantôt douloureuses, mais jamais innocentes. À la technique, Alexandre Delière et Kevin Le Hallard. L'ami, je me permets ce surnom affectueux parce qu'on commence à se connaître tous les deux. N'as-tu jamais rêvé, comme le grand capitaine Jack Sparrow, d'ordonner à tout un équipage de « larguer les amarres » ? C'est tout à fait ridicule, mais voilà un rêve de gosse que je viens tout juste de réaliser à l'aune de mes 24 ans. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bon, bien que ce soit encore une fleur du mal qui côtoie l'humidité maritime, celle des mers et des ruisseaux, soyons plus terre à terre. Je vais te faire une confession, une deuxième en l'espace de quelques secondes. J'ai régulièrement l'impression que mon corps n'est rien d'autre qu'une barque minuscule perdue sur l'océan du monde. Que faire, hormis ramer, encore et encore, contre vent et marée. Là, dans cette barque abandonnée au milieu de nulle part, le visage cramoisi par le manque d'ombre, la peau érodée par le sel, les épaules tiraillées par les courants marins, voilà qu'au loin j'aperçois un gros bloc de glace. La gorge sèche, des hallucinations me prennent. Serait-ce un mirage ? Je me dis que ce bloc a peut-être, des dizaines d'années avant moi, percuté le Titanic de James Cameron où DiCaprio et Kate Winslet vécurent malheureux et n'eurent aucun enfant. Où est-ce que je veux en venir ? À la théorie de l'iceberg, évidemment. Étant donné que vous n'êtes pas avare de connaissances sirupeuses, connaissez-vous cette théorie dite de l'iceberg ? Vous voyez, Titanic, film datant de 98 qui a glané pas moins de 11 Oscars. Vous voyez, DiCaprio enlaçant Kate Winslet dans un amour charnel. Vous voyez bien de quoi je parle ? Eh ben bingo, aucun rapport avec la théorie de l'iceberg, disons-le franchement, le raisonnement tombe à l'eau. Explication. La théorie de l'iceberg est à Hemingway ce que le spleen est à Baudelaire. Cette technique d'écriture, aussi appelée théorie de l'omission, renvoie à un procédé stylistique minimaliste dans lequel l'écrivain met uniquement en lumière les éléments visibles, c'est-à-dire ceux qui sont en surface de son récit, sans jamais mentionner les thèmes sous-jacents. D'une certaine manière, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la violence qui cache la peur, c'est le doigt qui cache l'abruti. Plus prosaïquement, c'est l'armoire qui cache Narnia. L'idée est de dépeindre une histoire riche de sens en utilisant un spectre de mots limité. Pas de répétition d'adjectifs, pas de répétition d'adverbes. L'implicite et les allusions foisonnent, confiant ainsi au lecteur, à toi et à moi, la grande mission de découvrir, comme un pirate des temps modernes, le monde caché et enfoui de la partie immergée de l'iceberg. Hemingway est considéré comme un des écrivains les plus influents de son époque. Il a marqué de son empreinte la littérature américaine du XXe siècle. Né en 1899 et mort en 1961 comme Stig Dagerman d'une balle tirée lui-même dans sa tête, il s'inspire de sa vie d'aventurier pour créer des récits sur fond de guerre et de romance, ponctués de parties de chasse, de tauromachie et de pêche en haute mer. De son passé de journaliste, il conserve un style d'écriture bien à lui, singulier et incisif, dépourvu de mots superflus et de phrases qui traînent en longueur. Grâce à ce style précis et épuré, Hemingway est couronné en 1953 du prix Pulitzer de la fiction et l'année suivante, Le vieil homme et la mer fut un élément déterminant dans le choix d'attribuer à Hemingway le prix Nobel de littérature. On aura une bonne journée demain avec ce courant-là. Où est-ce que tu vas aller ? Oh, le plus loin que je pourrai, pour rentrer quand le vent tournera. Le vieil homme et la mer est un court roman ou une longue nouvelle écrite par Ernest Hemingway, publiée en 1952. En un peu plus d'une centaine de pages, l'écrivain américain raconte l'histoire d'un vieux pêcheur cubain, Santiago, qui part encore pêcher avec sa barcasse mais il ne rapporte jamais rien. Souvent accompagné par Manolin,
Un jeune garçon du coin, privé par ses parents d'accompagner le vieil homme, Santiago est piqué au vif et décide de prouver à tout le monde de quoi il est capable. Il part donc au large, très loin, lance sa ligne, et là, miracle, un énorme poisson mord à son hameçon. S'ensuit un combat de plusieurs jours entre le vieil homme et la mer et le poisson. Il ne doit pas savoir qu'il n'y a qu'un homme contre lui. Et un vieux en plus. Faut que je lui montre qui je suis. Comme je leur ai montré le jour où, dans une taverne de Casablanca, j'ai joué au bras de fer avec un grand noir, l'homme le plus fort des docks. Le vieil homme et la mer est l'exemple même d'une plume qui court sur le papier. C'est le récit d'une relation entre un pêcheur et sa proie, teintée de valeurs écologiques, humaines et profondes autant que peuvent l'être les fonds marins. Dans ce récit plein d'humilité, on comprend ce que représente l'honneur que l'on atteint dans la souffrance, ce que peut être une victoire dans la défaite, et l'entêtement d'un homme qui ne baisse pas les bras face à un espadon, face à la vie, à sa dureté, à ses critiques. Si vous faites dans la chasse au trésor, ouvrez ce court récit, à l'instar de L'étranger d'Albert Camus ou La perle de John Steinbeck, qui sont des trésors qui valent toutes les pièces d'or du monde. Pour les matelots de l'image, un film d'animation éponyme de 21 minutes a été réalisé par Alexandre Petrov en 1999. Grâce à sa technique de peinture à l'huile animée, pas moins de 29 000 peintures au total, il reçoit l'Oscar du meilleur court-métrage en 2000. Ce film est une merveille et YouTube vous permet de le visionner en haute définition. Tous les extraits cités durant l'épisode sont tirés justement de ce court-métrage. Un grand merci à Léa qui m'a accompagné dans l'écriture et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à noter l'épisode sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez retrouver dans la description toutes les références citées durant l'épisode. On se donne rendez-vous pour une prochaine Fleur du Mal, le film de Bong Joon-ho Parasite, qui nous permettra justement de conclure notre cycle sur l'eau. À très bientôt.